Le peuple réclame un bourdin malin. Le peuple, il va avoir le OLG que personne n'a vu. Voilà ce qu'il va avoir, le peuple. Voilà, vous aurez pas mieux. On va descendre, il est sur Mediapart. Je vais mettre mon casque. Et je vais vous diffuser ça. On en discute après, si vous voulez. Y compris si vous avez des critiques, et j'en ai vu des critiques. Donc je prendrai les critiques. Voilà, 2020, année angoissante, bilan de 2020. Pour ce dernier épisode de 2020, Usul et Cotentin reviennent sur les événements cruciaux des 12 mois écoulés en s'appuyant sur une sélection d'une douzaine de vidéos, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette année anxiogène. Ça je vous le lis, mais c'est moi qui l'ai écrit. Donc, et oui, j'écris sur Mediapart aussi. J'écris mes descriptions. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, mettre ça dans les haut-parleurs. Voilà, et il a été strike de ouf, c'est pour ça que vous l'avez pas eu sur YouTube et qu'il ne sera pas sur YouTube. Bon, ça tombe bien, c'est un épisode hors série, si vous voulez, donc c'est pas si grave. Mais bon, tant pis pour la visibilité, dirons-nous. Vous voulez pas faire une vidéo YouTube qui renvoie vers Vimeo pour faire venir les gens? Bon bah écoute, tant pis, hein, tant pis. C'est pas grave. C'est pas comme si j'avais bossé pour faire cette vidéo. Comme un chien. Dany l'a maté en live il y a quelques jours. Ah bah voilà. Vous pouvez pas virer la partie avec Norman? Bah c'est moins rigolo. Bonjour tout le monde, c'est la dernière vidéo. C'est moins rigolo sans la partie avec Norman. Voilà, full screen. Full screen. Donc bonjour à tous, bonjour Cotentin. Bonjour tout le monde, c'est la dernière vidéo de cette magnifique année 2020. Donc on vous a préparé un épisode un petit peu spécial, comme diraient tous les youtubeurs du monde. Voilà. Aujourd'hui on va revoir 12 mois de l'année, parce qu'il y a eu 12 mois cette année. On dirait qu'il y en a eu 25 là comme ça. Du coup on va faire une review un petit peu de l'année en 12 vidéos. Une vidéo par mois du coup, hein, c'est logique. Une vidéo par mois. Vous vous rappelez de janvier? Je suis sûr que vous vous rappelez plus trop de ce qui s'est passé en janvier. Et puis on fera dans l'ordre comme ça jusqu'à décembre, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de trucs. La première vidéo qu'on va regarder, c'est notre épisode, ouvrez les guillemets, du mois de janvier. On va s'auto-regarder. Voilà, ça vous donnera une idée de l'ambiance dans laquelle on était au mois de janvier, quoi. C'était une réaction. Putain, là, on est dans une boucle. Si je regarde moi qui me regarde, ça commence à faire beaucoup. Donc moi, je fais pas de commentaires. Je veux juste vous le diffuse. Je regarde vos réactions dans le chat. Et après, on en parle. Possible de masquer le chat. Oui, on peut masquer le chat. Hop, disparu. On veut de Macron, donc on va réagir à nous qui réagissons à des vœux d'Emmanuel Macron. Les Black Blocs sont-ils des terroristes? Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain. Un dialogue respectueux et républicain avec les Gilets jaunes. Il y a des thèmes qui reviennent quand même. Hein. Les Black Blocs, là on est dessus, hein, les violences en manif, on est encore dessus. 2020 sera aussi l'année où un nouveau modèle écologique. Ah, ça c'est important. Ça c'est important, la planète, tout ça. J'attends beaucoup des propositions que préparent 150 de nos compatriotes. Ça, c'est intéressant quand même. On y reviendra, c'est pour ça qu'on a choisi cette vidéo. Je vois trop de divisions. Ah oui, alors ça fait peur. Ça c'est la partie qui fait le plus peur, je trouve. C'est la partie où il nous dit qu'il prépare un truc raciste, mais on sait pas encore quoi. Voilà. Maintenant on est fixé. Ça s'appelle le projet de loi séparatisme. Voilà, projet de loi pour préserver les principes républicains. Macron, c'est le capitaliste en chef qui mène la guerre des classes en France. Ah non, on peut plus. On peut plus, elle a été cancel. Elle a été cancel à cause de hold-up. Hein. Elle s'est excusée, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On vous souhaite une année pleine de manifs, pleine de réussite dans tout ce qui est de l'annulation de réformes. Il n'y a pas eu tant de manifs que ça. Il y en a eu, mais on y reviendra, hein, vous en faites pas. C'était un bon moment ça. Ça c'était bien, ouais. Moi j'aime bien quand c'est la grève. Si on fait un petit bilan de... On voulait qu'il y ait des grèves tout le temps, on voulait le sbeul. Là on a eu le Covid. Sans palo en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui frôlèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue il y en a 100. Coronavirus, coronavirus. Février, voilà. Les Césars,
L'image des Césars, Adèle Haenel qui quitte la salle suite à la victoire de Roman Polanski. On est toujours dans les déflagrations qui suivent MeToo, et il y en a encore aujourd'hui, ça continue de tomber. Le changement est déjà là. Charge à nous d'être capables de l'accompagner et de savoir bâtir. Peut-être qu'il y a des nouveaux modèles à penser, des choses à réinventer. Entre une soirée un peu moins fun et des choses qui changent, bah voilà. Et dans le collège de votants, il n'y a pas que des abrutis, il n'y a pas que des cons, il n'y a pas que des misogynes, il n'y a pas que des vendus. Noto le cinéma. Et puis ça y est, elle se lève et elle se barre. Elle est pas non plus masse suivie, hein. Ouais. Il y a des gens qui regardent leurs pieds dans la salle. Hein. Et qui font, bon, je suis un peu d'accord avec elle, mais enfin là, elle se lève quand même. Tu sais, il y a les conventions bourgeoises qui sont plus fortes que tout, quoi. Non, quand même, on se lève pas comme ça, quoi. Ouais, s'il vous plaît. Je suis d'accord au fond, mais... Il y a eu des énormes changements dans l'organisation des Césars après. Oui. Ça s'est fait en plusieurs fois, ça a été compliqué, mais... elle est top, cette vidéo de match. Oui. Comme quoi, le changement vient souvent des marges, de quelques-uns. Il en faut quelques-uns au début. Et puis les autres, au début, ils sont d'accord en rien faisant, en rien disant. Puis au bout d'un moment, le problème devient vraiment un gros problème. Puis il y a eu la manif devant les Césars aussi, qui a mis la pression. Je pense que quand tu vois ça, je pense que ça joue aussi sur l'image qu'on a de cette cérémonie. On avait l'impression d'une citadelle assiégée, en fait. Ils sont les seuls à se dire c'est normal de mettre des prix à ce mec-là. Et t'as dehors des manifestantes qui sont contre et t'as quelqu'un à l'intérieur qui s'oppose à ça. Donc c'est une convergence de plusieurs choses qui ont permis ça, qui n'aurait pas été possible avant MeToo. Le mois de mars, c'est le discours d'Emmanuel Macron sur le confinement, le premier confinement, le confinement le plus violent. Le confinement surprise, là. Pas le confinement de ces derniers mois, là. Le confinement qu'on n'avait pas l'impression que c'était un confinement. Non, le nous sommes en guerre. Voilà. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins. 15 jours. Tu te rappelles quand ça devait durer 15 jours? Mytho. Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs. Pourquoi? Il allait voir François Hollande. Il allait voir Giscard, si ça se trouve, à l'époque, il n'était pas mort. Et Giscard, il a dit « Oh oui, s'il vous plaît, j'ai très peur d'attraper le Covid. » Peur justifiée. Oui. Si vous pouviez confiner tout le monde, ça m'arrangerait. Je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. C'est chiant, non? Ouais, on va s'arrêter là. Ouais, c'est nul. Hein. Un mois réjouissant, hein, parce qu'on va parler de stars, on va parler de création, on va parler d'art. Vous vous souvenez, le confinement, c'était l'occasion pour plein de monde de se réaliser artistiquement, de faire des choses originales. C'était quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Allez, on va regarder un petit... On a fait les confinotes, nous, on vous en a montré des trucs, des initiatives à la con, des gens qui se font chier. Ouais, on va revenir un petit peu sur ce moment-là avec une vidéo qui nous remet dans l'ambiance. Voilà, la petite vidéo du monde. Oh, les casse-couilles. C'était un peu malaise. T'imagines, t'es en train de faire une dépression parce que t'es confiné et t'as ton voisin qui sort et il fait ça. Les stars ont énervé tout le monde parce qu'elles se faisaient chier. Elles devaient rester dans leur maison de 32 pièces, toutes seules. Donc elles ont décidé de nous faire chier parce qu'elles ont besoin d'être adorées, les stars. Ah Renaud Capuçon. On s'était moqué de lui. Oui, on en avait parlé. Lui, il a fait un jour un morceau. Mais on avait dit, il est de droite et genre 2 jours après, il était sur Mediapart pour jouer du violon. Tu te souviens? Ouais. Mais il est quand même de droite. Gauthier Capuçon, il y en a plusieurs en plus. Ils se reproduisent. Laisse tomber. Bon, on va se regarder une petite vidéo de Clément Viktorovitch. Oui, parce que quand il y en a qui faisaient du violon et des conneries, il y en a d'autres qui s'interrogeaient sur mais qu'est-ce qui se passe? Et qui essayaient de trouver du sens à tout ça et qui sont partis. C'était le mois des conspis, des trucs, ça a décollé vraiment. Les Silvano Trotta, les Jean-Jacques Crèvecoeur et autres. Et Raoult. Voilà. Raoult, la star de Sylvie. La Raoult-mania, on peut dire, je pense. La première chose qui frappe, c'est que Didier Raoult n'a jamais manqué une occasion de rappeler à quel point
il est un très grand scientifique. Je suis un professeur et j'en suis très fier. Je suis un chercheur. J'ai inventé 12 traitements dans ma vie qui sont dans les encyclopédies. C'est un orgueil que je trouve que je fais très bien ce que je fais. Vous savez, moi j'ai trouvé plus d'un tiers des microbes qui infectent l'homme quand même. Il n'y a personne en Amérique ou en Europe qui joue à ma cour. Voilà, donc pendant toute l'interview, Didier Raoult a joué sur le contraste entre lui et David Pujadas, quitte même à traiter celui-ci avec mépris. Ah non mais c'était horrible cette interview, on l'a regardé aussi, c'était malaise. On était mal à l'aise pour Pujadas. Vous vous rendez compte? Ah moi j'étais solidaire de Pujadas quoi. Et pourtant, David Pujadas est parvenu à plusieurs reprises à le mettre en difficulté, notamment quand il a rappelé à Didier Raoult ses nombreuses prédictions sur l'épidémie de Covid. En même temps, il a dit tout et son contraire pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment, il n'y aura pas de deuxième vague, c'est qu'une grippe. Détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Refaisons le sondage aujourd'hui pour voir. Je redis, mais il est poursuivi par l'ordre des médecins, Didier Raoult. Il a voulu faire le malin, mais comme on dit. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Au début du mois de juin, il y avait la manif Black Lives Matter. C'est le retour des violences policières dans le débat public après les Gilets jaunes. Grâce à cette manifestation, donc on vous a préparé un petit reportage qui revient sur cet événement important de l'année. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue, c'est pour exprimer notre révolte. Il y avait du monde, ça avait pris de court les services de police. Ils attendaient beaucoup moins de monde que ce qu'il y avait devant le palais de justice de Paris. C'est le moment où aussi le combat contre les violences policières, contre le racisme, dépasse les franges strictement militantes pour devenir un combat vraiment populaire, dont les jeunes s'emparent, même des jeunes qui n'étaient pas politisés sur d'autres questions et tout. C'était un moment vachement fort, moi j'avais eu des petits frissons. Moi. Ouais, 20 000 personnes quoi, et je me souviens plus de ce qu'ils attendaient à la presse, mais c'était dérisoire par rapport à ce qu'il y avait. C'est pour ça qu'il n'y avait quasi pas de policiers autour de la manifestation. Et les violences sont apparues en fin de manifestation quand ils ont justement fait intervenir la police. Pendant le rassemblement, il n'y a eu aucun souci. Je ne dis ça, je ne dis rien. C'est Street Press aussi qui s'est bien illustré là cette année avec ses enquêtes sur la police, avec ses enquêtes sur l'extrême droite. Sur les groupes Facebook de policiers d'ailleurs, ils ont fait 2 enquêtes. Il y a eu beaucoup de manifs importantes en fait cette année. On disait au début de la vidéo, pas tant de manifs que ça, mais en fait entre Adèle Haenel avec les manifestations féministes, entre cette manifestation-là et les manifestations contre la loi sécurité globale, je pense que malgré tout, malgré la dureté du confinement, on a quand même été pas mal. Et c'est des manifs qui ont été des tournants aussi, ça n'a pas été uniquement des manifs avec beaucoup de monde. Le mois de juillet, c'était le rendu, enfin c'était fin juin, mais on va dire que c'était mois de juillet. Ouais, on a triché. Ouais, on a triché. La Convention citoyenne sur le climat, qui était un sujet qui était assez confidentiel au moment où ça a été lancé. Je me souviens que quand on a fait la première vidéo sur le sujet, c'était un truc un peu au second plan, et qui a pris de plus en plus d'importance dans le débat public au fil des mois. Donc on va essayer de voir le rendu de Macron, qu'il avait dit j'ai quelques jokers, j'ai 3 jokers. Au final, ça a été 149 jokers, je pense. ça va se finir comme ça. Mais en tout cas, on va peut-être revenir sur le discours de Macron sur les conclusions de la Convention citoyenne sur le climat. Tout dans cette aventure démocratique et humaine constitue une première mondiale, autant par son ambition que par son ampleur. Et je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie. Bien sûr. Bien sûr. Je veux que toutes vos propositions qui sont prêtes soient mises en œuvre au plus vite. Vous vous rappelez de lui? Edouard Philippe. Il y a un site pour suivre l'avancée des propositions. Il y en a très peu qui ont été adoptées en tant que telles. Donc même ces noms, les jokers qu'il n'a pas utilisés, il trouve un autre moyen pour rendre les mesures ineffectives ou en tout cas assez faiblement utiles, quoi. Vous dites aucun accord commercial avec des États qui ne respecteraient l'accord de Paris. Alors nous, on fait des accords commerciaux avec des États qui respectent rien. On s'en bat les couilles. L'Égypte, voilà. Pas de soucis. Voilà. Ben, le mois d'août, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce qu'il n'y aura pas de deuxième? Parce que nous, on est ressortis, ils nous ont dit allez en vacances. Ouais, allez vous balader dans la forêt, courir tout nu dans les champs. Vous pouvez aller dans les bars, il y a des protocoles. Voilà. Je les ai vus, les protocoles, parce que j'ai enquêté dans les bars. En cette fin août 2020, Paris et les Bouches-du-Rhône sont passés en zone de circulation active du coronavirus et l'épidémie est globalement à la hausse sur le territoire. Début août, le nombre de tests réalisés chaque semaine est passé à 590 000. Pour le coup, la capacité de test a beaucoup augmenté. Et le taux de positivité, lui aussi. Donc cette augmentation du taux de positivité n'était pas plus que ça significative.
Par contre, à partir de la mi-août, La grosse barre. Et il nous disait encore, on fera tout pour éviter un confinement, il n'y aura pas de confinement. On va faire des cartes avec 5 codes couleurs. globalement, côté statistique, c'est indéniable, on assiste bel et bien au début d'une deuxième vague épidémique. On a décidé de se faire du mal pour la rentrée. On va regarder une interview de Gérald Darmanin à Jean-Jacques Bourdin. Ouais, parce que le mois de septembre, c'est surtout le retour sur cet été ensauvagé. Voilà, c'est l'été orange mécanique. Voilà, c'est ça. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Intérieur. La France s'ensauvage. La France est malade de son insécurité. Est-ce grave? Alors, je ne pense pas que la France s'ensauvage. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement. Tu crois qu'il se voit au présidentiel, Darmanin? Tu penses qu'un an avant, il va se faire... Ah, c'est pas... Ouais, je sais pas. Mais en fait, les journalistes se le sont pas dit. Ouais. Parce qu'ils l'estiment pas beaucoup. On a aussi choisi cette émission parce que pendant l'été, il y avait eu le remaniement et on passe de Darmanin au budget à Darmanin à l'intérieur. Oui, c'est illustré immédiatement. Hein. Gros changement d'ambiance directement, c'est lui qui va marquer le tempo et tout. Aujourd'hui, on parle plus que de Darmanin. Hein. C'est vrai. Sa stratégie d'occupation médiatique, elle est quand même, elle marche bien. Et du coup, c'est le tournant, vraiment, c'est le tournant identitaire du gouvernement pour moi. Avec le discours sur les 150 ans de la République au Panthéon et le discours des Mureaux, qui ont été deux discours, je pense, importants dans ce tournant-là, mais aussi avec le remaniement, clairement. Et qui répondent, en fait, à ce qu'on a vu juste avant aussi, c'est Black Lives Matter. C'est un backlash, quoi. Mais c'est là qu'on voit que c'est les mouvements sociaux qui vont donner le tempo. Et là, ils font que répondre. C'est de la réaction, hein. C'est réactionnaire, pur et dur. Ça vient de l'art réactionnaire. Voilà. Mais là, on voit que les violences policières sont dans le débat et ils n'arriveront pas à s'en débarrasser si facilement. Hein. Malheureusement, avec l'affaire Michel Zecler, c'est revenu. Et ça a obligé Macron à intervenir lui-même, à taper sur les doigts de Darmanin. Donc le thème, c'est on s'en débarrasse pas si facilement. Bon, octobre, changement d'ambiance. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Parce que finalement, c'est les mêmes qui vont parler. C'est les Darmanin, les Macron, les Schiappa. Voilà, ça confirme le virage identitaire. Voilà, la mort de Samuel Paty. Alors là, ils sont partis en roue libre, complètement. C'était mardi, avant la séance des questions au gouvernement. Une minute de silence sur les marches du Palais Bourbon. Des députés gagnés par l'émotion qui submerge le pays depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et là, après cet attentat, on a eu un durcissement du débat public assez incroyable. On n'avait pas jamais vu ça, je pense, on peut le dire. Hein. Tout ce qui était plus ou moins de gauche et qui n'avait pas envie de faire le virage raciste était taxé de complice de l'islamisme terroriste. On a eu les mots islamo-gauchistes, et occultant d'ailleurs totalement le combat même contre le terrorisme, hein, d'ailleurs. C'était même pas le sujet, en fait. Le sujet, c'était qui soutient les islamistes dans la classe politique et médiatique. Et on s'est mis à chercher par capillarité des complicités intellectuelles dans les universités, dans les réseaux militants. Tout est devenu potentiellement le terreau du terrorisme. Alors même que, par exemple, les études décoloniales, il me semble pas que les terroristes, ce soit leur corpus de base. Vous voyez, mesdames et messieurs, combien était pertinente l'annonce du président de la République le 2 octobre dernier aux Mureaux que dès la fin de cette année, le Parlement soit saisi par le gouvernement d'un projet de loi destiné à renforcer notre arsenal juridique contre le séparatisme et sa forme la plus radicale et la plus manifeste, l'islamisme politique. On va se détendre un petit peu quand même, parce que là, sujet lourd, tout ça. Reconfinement. Voilà, donc cette dichotomie entre les produits essentiels et non essentiels. On avait ce discours sur le livre, quoi. Le livre, c'est important. Donc on va regarder... Un spécialiste des livres. Spécialiste de la culture, d'ailleurs, aussi. Hein. Oui, un acteur de la culture. Un acteur de la culture. On va regarder une vidéo de Norman sur les livres, qu'on n'a pas vu, hein. On la découvre, on la découvre en même temps que vous, et on va jouer au essai de ne pas rire. Avec le reconfinement, je me suis un peu remis à lire des livres. Ouais, les livres. Vous savez, ce truc rectangulaire là, avec des pages dedans et des mots écrits, ce truc qui renvoie de disparition. Parce que selon le gouvernement, les livres c'est un produit qui serait non essentiel. Moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Ah bah si, c'est vraiment essentiel. Je sais pas si c'est parce qu'il y a de plus en plus... Oh là là. Il est vraiment viré réac. Moi j'arrive, je le commence, je me sens hyper intelligent, et au bout de 5 minutes... Du coup le lendemain, je sais plus où j'en suis, alors je me retape 2 chapitres pour rien. Ça je sais. Toutes les 3 minutes, je vérifie où j'en suis. Ah quand même, page 8. Quand je m'arrête, tu sais, je corne le fond de la page. Mais vu que je m'arrête tout le temps, mon livre ressemble à un origami. Celui qui lit carrément ton livre. Ça, c'est un peu marrant. Ça, j'en ai déjà vu qui disent... c'est rigolo parce que c'est vrai. Moi, ça m'énerve, les gens qui... Je m'identifie à cette vidéo.
qui s'est passé. On a arrêté de regarder la vidéo. Mois de décembre. On a pris une vidéo de révolution permanente. Parce qu'on va parler évidemment de la loi sécurité globale, qui est la grosse actu de cette fin d'année forcément, la mobilisation contre l'article 24, mobilisation des médias, mais surtout mobilisation populaire. C'est toujours pareil, les gens ils promettent des choses et au final, il n'y a même pas un quart qui est fait. Genre... Le numéro vert contre les discriminations, c'était quand même une belle foutaise. C'est une vanne. C'était déjà un mème, le numéro vert, parce qu'ils font le numéro vert tout le temps, c'était déjà un mème avant qu'il l'annonce. Surtout qu'il a comparé ce numéro en disant on va faire la même chose que ce qu'on a fait contre les violences faites aux femmes. Et on a bien vu que contre les violences faites aux femmes, il n'y a absolument rien eu. J'ai 16 ans. D'après ce que j'ai compris, il a dit un peu de la merde. Il est bon lui, on le garde. C'est bien. Ça a duré 3 secondes, mais c'était bien. Voilà, donc on voit que le gouvernement a vraiment du souci à se faire avec cette jeunesse où on a l'impression qu'il y a une crise de confiance qui va être très difficile à rétablir. D'ailleurs, le gouvernement et les médias ont focalisé sur la question de l'article 24 pour essayer de justement d'apaiser la colère. Et justement parce que ça concernait les médias aussi. Que les journalistes sont très auto-centrés, ils aiment bien parler d'eux, alors quand on s'en prend à eux, ils disent regardez-nous, regardez-nous. Parce qu'ils ont proposé de réécrire l'article 24, c'est ça? Et c'est pas en mettant un point, une virgule, une majuscule que ça va changer, monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, vous êtes incompétent. Vous avez des gamelles aux fesses pour agression sexuelle. C'est pas nous qui l'avons dit cette fois. Conclusion, une année 2020 chelou, relativement inattendue. Ouais. Le Covid évidemment, mais surtout le regain de beaucoup de mobilisation. Il y a eu l'effet George Floyd et puis ensuite la réaction du gouvernement, le virage identitaire. Ouais. Ça s'est emballé cette année, ça s'est emballé. Ça s'est vraiment emballé en voyant les vidéos. Moi, je pensais qu'on allait avoir un truc plus Covid parce que dans ma tête, c'était le Covid, le Covid cette année. Ça a été dans tous les esprits pendant 2 mois au moment du premier confinement, mais c'est assez vite passé étrangement un peu au second plan. Ça a toujours été plus ou moins là, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des énormes mouvements sociaux, qu'il y ait réussir à faire dire à Macron qu'il y a des violences policières alors qu'il y a quelques mois encore il était dans le déni, pour moi c'est quelque chose quand même qui est important. Puis je pense qu'il y a un autre truc aussi à garder de cette année, c'est le côté, vous savez, il n'y a pas d'argent magique, et là on voit que pendant la crise en fait il y a de l'argent magique, que l'argent c'est jamais qu'une histoire de tuyauterie, où est-ce que tu mets les trucs, où est-ce que tu les mets pas. La semaine dernière on nous parlait du milliard qui manquait à Chiappa, qui manquait au ministère pour l'égalité femmes-hommes. Si on veut on trouve, là on trouve, on est en train de trouver des millions, c'est pas si dramatique de financer un déficit quand on peut se faire prêter à des taux relativement honorables. Donc voilà, c'est une histoire de priorité. On voit très clairement quelles sont les priorités de ce gouvernement. Le sécuritaire, la main droite de l'État, comme on dit. Hein, la jambe régalienne, comme ils disent maintenant. Oui, alors on vous le dit, régalien. Arrêtez de dire régalien, dites sécuritaire. Pour revenir sur l'argent, par contre, le risque, c'est qu'on va peut-être avoir un retour des réformes chômage, retraite, avec l'excuse, on est endetté, on a filé plein de fric. On a filé plein de fric pour le Covid, alors maintenant il va falloir travailler pour rembourser tout ça. Et je pense qu'il va falloir nous qu'on fasse monter dans les mouvements sociaux notamment et sur les plateaux et un petit peu partout où on peut, un mot d'ordre, faisons payer les riches. Il y a des pays qui sont en train d'y penser à une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes, voilà. Il va falloir qu'on fasse pareil et qu'on exige ça, parce que là, ils sont partis pour nous faire payer le Covid sur nos salaires, sur nos heures de travail. On va devoir travailler plus longtemps, on va se manger une réforme des retraites, l'assurance chômage, je sais pas quoi ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils vont trouver comment nous faire payer. Bruno Le Maire l'a déjà assuré. Donc maintenant, on sait que l'argent magique, ils l'ont quand il s'agit de soutenir les grandes entreprises. On va rentrer dans une situation extrêmement difficile, mais une situation difficile socialement, ça veut dire une situation difficile politiquement pour le gouvernement. Il y aura d'autres épisodes insurrectionnels, il y aura d'autres épisodes contestataires très forts, parce que sur tous les fronts ça chauffe, et si la seule chose qu'ils ont à nous opposer, c'est des politiques identitaires et sécuritaires, donc on augmente les salaires, on augmente les prestations sociales et on taxe les riches. Nous on se retrouve le 4 janvier, voilà, pour la rentrée, on va regarder les vœux de Macron religieusement, un petit peu comme on avait fait l'année dernière. Et puis on espère qu'en fin 2021, on sera plus optimiste sur le déroulement des choses, quoique je suis pessimiste sur notre optimisme. Ouais. Bah après, ça va être la folie des présidentielles et tout, mais présidentielle ou pas présidentielle, faut des mouvements sociaux. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Malgré tout, malgré le Covid. Bricolez comme vous pouvez, hein. Et puis nous, on se retrouve en 2021. Pistolet, voilà. Voilà. Petit bilan de l'année 2020, et c'est vrai qu'on m'a souligné dans le chat. C'est une critique que j'avais reçue sur le fait que on n'a pas beaucoup parlé du social, de l'explosion de la pauvreté. Alors on l'a traité dans OLG évidemment, hein, et on va y revenir à mon avis. Ce sera le gros sujet aussi de l'année prochaine. Mais c'est vrai que là, quand on regarde sur tout le mandat de Macron.
Dire les politiques antisociales, il y en a eu tout le long, de la baisse des APL, aux attaques contre les services publics, la SNCF, machin, tout ça, la suppression de l'ISF, donc voilà, des politiques antisociales, il y en a eu un petit peu tout le long, mais c'est vrai que ce qui a vraiment marqué cette année, c'est le Covid et le virage identitaire et sécuritaire affirmé, idéologique, etc., quoi. Vraiment ce truc sur la loi séparatisme, faut rappeler que Macron n'avait pas fait il avait repoussé, vous savez, son truc sur la laïcité ouverte, machin, il avait repoussé ce discours-là sur la laïcité qui était très attendu par notamment le Printemps républicain et quelques autres islamophobes réactionnaires. Et eux, ils l'attendaient au tournant, il l'a repoussé, puis ça y est, il a fini par choisir son camp. C'est ça le gros tournant de cette année, même si en effet il y a eu une explosion de la pauvreté qu'on a traitée et qu'on traitera évidemment l'année prochaine. D'ailleurs, on finit, la conclusion elle est là-dessus, hein, c'est que là, la question sociale va faire à mon avis son grand retour l'année prochaine aussi, quoi. Mais voilà, c'est ça le tournant de l'année. J'ai pas vu passer OLG. Ah bah tu serais arrivé 20 minutes plus tôt, tu l'aurais vu, je viens de le diffuser. Il est disponible sur Mediapart, je vous mets le lien. Ici, voilà. Je vous mets le lien dans le chat. Il est disponible sur Mediapart, sur Vimeo, sur une page en accès libre. Hein. Il n'y a pas besoin d'abonnement de je sais pas quoi. Juste vous allez sur cette page-là et vous aurez le OLG. Voilà. T'inquiète, même si c'est sur Vimeo, je le mets dans la sélection du zapping YouTube. Bah c'était mon zapping de l'année, des 12 mois écoulés de 2020 là. Et les trucs qu'on a sélectionnés de notre côté. Le lien est mort sur Vimeo, ouais, mais ils l'ont réuploadé ailleurs ou autrement, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais enfin là, le lien est valide sur Mediapart. Voilà. Un petit air de théorie du choc, ouais, un petit peu, enfin de stratégie du choc, tu veux dire, j'imagine. Il a priorisé le sécuritaire identitaire sur le social et même l'économique. Non mais bon, le social et l'économique, de toute façon, il n'y avait rien de prévu. Hein. On est toujours sur exactement la même politique. Mais là, il n'y a pas eu de changement. Comment ça, lien mort? Mais moi, c'est pas lien mort chez moi. On vient de le regarder ensemble et on l'a pas regardé. Regardez. Si vous allez sur Mediapart, le lien que je vous ai donné, le lien, il est pas mort. Non? Vous voyez, hop, j'actualise la page. Non, il est là, il marche. Bonjour tout le monde. Voilà, il marche. Donc, je vais peut-être reposter ça sur le lien de la page sur Twitter. Je vais le reposter, je pense. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est, bon, j'ai fait à peu près ce que je pensais. Je m'arrête vers 16h. J'ai des trucs à faire avant ce soir, donc il va falloir que je m'active. Des genres de formalités. Qu'il va falloir que j'expédie. Je vous souhaite du coup une bonne soirée.